Monsieur et Madame Audin, chers collègues, chers tous, c'est un grand plaisir, un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui à l'Université Béjaïa à l'occasion du cycle de conférence Maurice Audin. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai commencé à réfléchir sur le sens, pour moi, de venir ces jours-ci en Algérie. C'est mon premier séjour en Algérie, mon premier séjour en Afrique en fait. Et de recevoir le prix de Maurice Audin. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Quel est le sens pour ma petite histoire personnelle et la grande histoire de nos pays, Algérie, Vietnam et la France. Si j'ai bien compris, la France, la présence française en Algérie, la France a commencé la colonisation en Algérie en 1830 et elle a commencé. La France est venue au Vietnam avant, mais la colonisation effective a commencé 40 ans après, en 1870. Elle a terminé de façon retentissante en mai 1954 avec la bataille de Bien Phu. Et mes amis algériens m'ont dit à maintes reprises que cet événement historique a joué un rôle dans l'histoire d'Algérie, avec le commencement de la guerre d'Algérie au 1er novembre 1954, et que la victoire du Vietnam en face des colons français a donné du courage et de l'espoir au peuple algérien. Donc c'est vrai. C'est vrai? Bon. Et nos histoires communes ont eu sa dose de douleur, d'humiliation, et ça s'imprègne dans les vies de toutes les personnes. Je suis issu d'une famille très riche au Vietnam. Avant la Révolution, mon grand-père avait des immenses villas, il avait 2 grosses bagnoles, donc il était très fier. Après 1954, nous vivions entassés les uns sur les autres dans un petit appartement. Il n'avait plus que des vélos. Et en fait, je lui ai demandé une fois, lorsqu'il était déjà très vieux, il était très proche de sa mort, s'il regrettait d'avoir activement contribué à sa propre perte de sa grande fortune. Il n'était pas communiste, mais il a combattu pendant 9 ans auprès de communistes dans le maquis de 46-54. Pour finir dans un centre de rééducation communiste, parce qu'il était issu d'une famille qui est d'origine suspecte à leurs yeux. Mais ça ne fait rien. Donc je lui ai demandé est-ce qu'il n'a jamais regretté d'avoir fait ce qu'il a fait. Alors sans hésitation, il m'a dit que, bien sûr que non, mon petit-fils, rien ne vaut dignité humaine. C'est ce qu'il m'a dit. Alors, c'est à quoi je pense à l'immense sacrifice de Maurice Audin, qui est autrement différent de celui de mon grand-père, mais je pense que la raison est la même. Je pense qu'il était mort aussi pour la dignité humaine. Donc voilà est venue à ma petite histoire personnelle.
En fait, notre collègue a présenté brièvement quel était mon lien avec l'Algérie, mais en fait, elle était plus profonde que ce qu'il a présenté. Je n'étais pas prêté mon nom dans la participation dans le magistère de mathématiques à l'Université d'Alger. En fait, j'ai passé 10 ans à l'Université de Paris 13, autrement dit, l'Université de Paris Beurre. Où mes collègues étaient Abbès, Mokrane, Tilouine, Urban, dont les noms ont une forte évocation berbère. Et c'est là où j'ai appris mes métiers mathématiciens, commencé mes premières armes. Et ces années-là ont laissé une forte empreinte sur moi, sur ma carrière. En fait, avant, je pense, en fait, maintenant j'ai oublié cette histoire du magistère algérien, mais ce dont je me souviens, c'était, à un moment donné, je voulais, avec Lionel Schwartz, un collègue à Paris Nord, entamer, en fait, plutôt hériter une coopération franco-vietnamienne qui était un peu défunte à l'époque. On a voulu relancer quelque chose, et on a reçu un appel d'offres de l'AUF. Et l'offre stipulait l'opération devrait être triangulaire au lieu de bilatérale. Le triangle était essentiel, une condition essentielle pour déposer une candidature. Donc naturellement, j'ai pensé à notre ami Farid Mokrane et Daniel Barski pour déposer une candidature de coopération triangulaire mathématique franco-algérienne, vietnamienne. Mais l'AUF, à l'époque, on était vraiment très enthousiaste. On pensait, je pense encore, c'était une très belle idée. Mais l'AUF a jugé que notre dossier n'a pas été bon. Donc on n'était pas reçu, mais je pense que je suis vraiment convaincu, maintenant j'ai été jeune à l'époque, mais je ne le suis plus tellement. Mais je pense que les bonnes idées ne meurent jamais. Donc, il y a peut-être une occasion, une chance, et c'est ma venue en Algérie et la remise du prix Maurice Audin a peut-être donné une nouvelle chance à cette idée. Alors, comment bien que l'histoire d'Algérie et du Vietnam ont tant de points communs dans le 19e siècle et la première moitié du 20e siècle, je crois que notre relation s'est un peu distendue. Il n'y a plus tellement d'échanges scientifiques, humains, après. Bien qu'il y avait j'en suis sûr, il y avait des présences des professeurs, des médecins vietnamiens en Algérie pendant certaines époques, mais ils n'y sont plus. Je crois que si on voudrait vraiment, et on veut, c'est pas une question de si, reconstruire, donner du contenu à notre une coopération qui est fondée sur une amitié de si longue date, de ce partage d'histoire. Il faudrait réapprendre à se reconnaître les uns des autres. Alors c'est pourquoi je pense que c'est, au lieu de parler d'Afrique Hitchin, que je pense que j'ai aucune chance d'y arriver aujourd'hui, de vous faire apprécier l'importance de la mathématique. Je vais vous parler un peu d'histoire de mathématiques du Vietnam. Voilà. Donc en fait, c'était un peu à l'improviste. C'était des slides que j'ai préparés en Corée à l'occasion d'une conférence sur les mathématiques dans le pays de développement. Donc j'ai un peu présenté
des mathématiques au Vietnam, avec des photos que j'ai trouvées me permet de vous présenter. Alors, voici une première photo. J'espère que vous connaissez tout le monde présent sur la photo. Donc, celui qui a le moins de cheveux, c'est... vous le connaissez? Alexandre Grothendieck. Pour beaucoup, c'est le plus grand mathématicien du XXe siècle, même de l'histoire. Donc, il était venu au Vietnam en 1967, sous les bombardements. Et c'est un peu triste parce qu'en fait, il a un peu arrêté les mathématiques après sa visite. Il pensait peut-être qu'il y a des choses plus importantes que de faire des mathématiques dans la vie. Je ne sais pas si c'est une possibilité. En tout cas, c'était une visite extraordinaire. Il y avait à peine une quarantaine de mathématiciens au Vietnam à l'époque. Tous sont venus suivre sa conférence. Et à un moment donné, il y avait des bombardements. Il y avait une bombe qui est tombée peut-être à 100 mètres de la salle de conférence. Et donc les dirigeants du Parti communiste étaient très inquiets. D'une part, bien sûr, du sort du professeur Grothendieck, et d'autre part, si la bombe est tombée sur la salle de conférence, elle l'aurait anéanti complètement le mathématique vietnamien. Il n'y aura plus personne. Donc ils ont pris une décision sage d'évacuer Grothendieck et toute la conférence dans le maquis. Donc là, c'était la photo dans le maquis où la conférence suivait. Voilà, donc cette personne est une personnalité importante en mathématiques vietnamienne, professeur Hoang Thuy. C'est l'un des fondateurs de mathématiques au Vietnam. Celui-là, il est important pour moi parce que c'était mon oncle. En fait, il était professeur d'algèbre. C'est le premier livre d'algèbre que j'ai appris, c'était celui de mon oncle. Voilà. En tout cas, donc ceci est après sa visite, Grothendieck a écrit un rapport à l'intérêt général. Et c'était la première phrase de son rapport qui a été traduite en anglais, qu'il trouvait extraordinaire qu'en fait les mathématiques existent au Vietnam. Voilà. Donc ça, c'est une autre personnalité importante, professeur Levantiem. Je pense que c'est le premier mathématicien au Vietnam proprement dit, dans le sens que c'est le premier qui a reçu un doctorat. Donc le premier mathématicien professionnel en quelque sorte. Donc il était formé à l'école normale, il a fait sa thèse à Göttingen avec une analyse complexe. Et il a, après 1954, à la peine Ho Chi Minh, il est rentré au Vietnam, il a marché du sud au nord à pied. Il a aidé à construire la faculté des sciences à Hanoi et l'Institut des mathématiques. Donc là, c'est une troisième personne très importante dans la défense des mathématiques et des sciences au Vietnam, un personnage haut en couleur, comme celui qui signe. Donc là, c'est la signature des accords de Genève, qui acte la fin de la guerre d'Indochine, et été signé par le professeur Ta Quang Biu. C'est un mathématicien amateur, en quelque sorte, mais très très talentueux. Il n'a jamais eu aucun diplôme. Il a fait ses études à l'école normale, puis en l'étoile libre à Oxford, et ensuite il s'est engagé fortement en politique. Et en fait, lorsque Grothendieck donnait sa conférence, il était ministre, et le ministre servait d'interprète.
Et Grothendieck était convaincu que c'était l'interprète qui comprenait le mieux sa conférence. Et le plus drôle, c'est que il était ensuite tombé en bord des faveurs politiques, parce qu'il défendait trop les sciences et pas assez les canons communistes. Et donc, au lieu d'être ministre de la guerre, en 1954, il est devenu ministre de l'Éducation. Et il s'ennuyait ferme comme en tant que ministre, donc pendant des heures, il faisait des exercices dans l'île de Serre. Et maintenant, quand on conserve, c'est une note. Et c'était sérieux, il calculait des torts, les groupes de torts supérieurs, sans problème. Je me demande si à ce jour, il y a un seul ministre dans le monde qui est capable de calculer des groupes de torts supérieurs. Donc c'était le ministre vietnamien en 1975. Donc voilà, c'est un autre moment un peu notable dans l'histoire du développement mathématique au Vietnam. C'était la première participation du Vietnam à l'IMO, Olympiade mathématique internationale, OMI. Et c'était, de nouveau, c'était à l'initiative de Thapong Bieu, le ministre haut en couleur. Donc, lorsqu'il voyageait en Union soviétique et en Allemagne de l'Est, il a appris l'existence de cette compétition. Et c'est tout enthousiasmé. Mais en tant que politicien, il était très, très précautionneux. Il voulait envoyer une équipe vietnamienne participer à cette Olympiade, mais il voulait surtout éviter une défaite cinglante de l'équipe vietnamienne. Donc à l'époque, mais en même temps de maximiser le nombre de points. Donc à l'époque, enfin même maintenant, la règle est que chaque équipe est conçue de 6 élèves. Et pour ne pas être classé, il ne veut pas être classé, il ne veut pas être le dernier des pays, il ne veut pas envoyer 6 étudiants, il veut envoyer moins que 6. Mais pour maximiser le nombre de points, il devait m'envoyer autant que possible. Donc le résultat, il a envoyé 5 au lieu de 6. C'était son calcul. Donc il y avait 5 étudiants, la première équipe vietnamienne. Et il y avait un succès phénoménal. Dès la première année, il y avait médaille d'or, médaille d'argent, etc. Donc c'était au-delà de tous les espoirs. Donc depuis les Olympiades et puis le succès médiatique qui en suivait ont contribué beaucoup à attirer des élèves, des étudiants vers les mathématiques, qui sont encore aujourd'hui considérées comme une activité très très noble et qui vaut la peine d'être poursuivie, d'être suivie. Donc cette photo a été prise un peu plus tard et qui était considérée un peu avec nostalgie comme un âge d'or de mathématiques vietnamiennes. Je pense que ce n'était pas si un âge d'or que ça, mais on pensait toujours que le passé était très bon. Donc là, à l'époque, il y avait des premiers collègues qui ont été formés en Union soviétique et en Allemagne de l'Est et formés à l'Institut de mathématiques. Il y a une véritable activité de recherche a commencé. Donc là, c'est une visite de Pierre Cartier au Vietnam, discuter avec des collègues, des groupes de Lie, des groupes de Coxeter, le système de Racine et des choses comme ça. Et c'était petit, mais il y avait le standard académique était rigoureux. Il y avait vraiment du sang, les gens vraiment tendaient à faire des vraies mathématiques. Après, s'en suivait une catastrophe. Donc ça, c'était la catastrophe. Après 90, l'économie vietnamienne s'est complètement effondrée. Pendant la guerre, et puis les années après la guerre, il y avait les aides substantielles de l'Union soviétique, de la Chine et des pays de l'Est. Il n'y avait plus rien après 1975, où en fait, ça tendait vers zéro. Et avec la gestion qui est
pas très à droite, c'est le moins qu'on puisse dire. Le système de production, les chaînes d'approvisionnement s'est complètement effondré. Et moi, j'ai vécu cette période et je savais ce que c'est de la faim. Je savais bon ce que c'est de la faim, on ne mangeait pas à notre faim. Et en 90, c'était une décision brutale de laisser des gens de survivre tant qu'ils peuvent. Donc beaucoup de scientifiques vietnamiens se transforment en des commerçants, vendaient des jeans, des t-shirts en Union soviétique, en des Europes de l'Est. Et ça a été un événement très brutal. Il y avait, d'un moment à l'autre, il n'y avait plus de science. Et aussi, ça a laissé des séquelles après. Parce que même après, il y a certains d'entre eux deviennent assez riches, ils reviennent au pays, ils retrouvent leur poste, mais je pense qu'ils ont perdu à jamais leur idéal, leur attitude, le standard, leur respect profond pour la science qu'ils avaient avant. Donc il y avait beaucoup plus de problèmes de rigueur scientifique, d'honnêteté intellectuelle qu'ils n'avaient pas avant, mais après cette période, il y avait beaucoup de problèmes. Et maintenant, on commence à se redresser, mais douloureusement. Donc les années 90, c'était une période vraiment noire. Les gens établis quittaient la science. Il y avait plus les étudiants ne s'intéressent plus du tout à la science, aux mathématiques. Mais après ça, en quelque sorte, les choses tournent différemment. En quelque sorte, ça coïncidait avec mon histoire personnelle parce que après les Olympiades, je devais partir en Europe de l'Est pour faire des études. Moi, j'étais passionné par la combinatoire, donc je voulais absolument partir en Hongrie pour faire des maths à la Erdős. Et bien sûr, c'était l'année dessus du mur. La bourse que j'avais de hongrois était perdue dans l'eau. Mais en même temps, une autre porte était ouverte. J'ai reçu une bourse du gouvernement français pour venir étudier en France. Et je pense que ça reflète un peu l'histoire vietnamienne en général. Donc, depuis 1990, il y a beaucoup plus d'étudiants qui partaient à l'ouest, en France, aux États-Unis, étudier. Et maintenant, ils reviennent de plus en plus. Donc, on a en quelque sorte, nos universités se fortifient avec ce nouveau sang. Ils ont encore beaucoup de problèmes, mais ça change chaque année. Voilà, bien sûr qu'il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Je pense que c'est le même problème que vous avez en Algérie, que nos meilleurs étudiants, enfin nos meilleurs jeunes restent à l'ouest. Et il n'y a pas grand-chose à faire à ça. Et puis, en quelque sorte, c'est peut-être pas si mauvais que ça, parce qu'il y a deux choses. Il y a deux choses à l'une. L'une, c'est de contribuer au développement de mathématiques au Vietnam. Et l'autre chose, c'est notre idéal, c'est qu'on devait faire des mathématiques là où on peut le faire, et de contribuer aux mathématiques comme un patrimoine de l'humanité. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment un problème en soi. Donc, voici une autre date marquante. C'était en 2007 où le Vietnam a accueilli cette compétition des Olympiades. Et c'est une image très drôle. On voyait à l'époque le jeune Peter Schonze, qui avait eu le médaille cette année, célébrité mondiale. À l'époque, il était déjà très populaire auprès des jeunes vietnamiennes. En tout cas, à cette époque, à l'occasion de cette compétition, les hommes politiques se sont intéressés aux mathématiques de nouveau. Et l'un d'eux a demandé la question quel est le rang du Vietnam quelle est la place du Vietnam dans le paysage mondial des mathématiques. Donc on a
nos collègues leur ont répondu avec honnêteté, c'est que pour les IMO, on n'est pas mauvais du tout, on est dans les dixièmes, mais en mathématiques, on n'est pas là, on est peut-être 70 ou 80 ou centième. On a été très choqués. Donc il nous a donné une but qu'il faut au moins atteindre la 50e. C'était très politique. 50e, c'était le but. Mais c'était très bon, donc c'est là où on commençait à travailler pour un programme de priorité en mathématiques 2010-2020. Donc on est arrivé un peu à bout, avec un budget très important, moins pour le Vietnam, du point de vue du Vietnam, et avec beaucoup de support politique. Et en quelque sorte, personne n'y croyait. Mes collègues ont monté le dossier qui tournait. Moi, je savais avant, mais je n'avais pas le droit de le dire à personne. Surtout ne pas confirmer. Je ne le confirmais pas. Mais il y avait des rumeurs de plus en plus fortes. Et puis, l'un de nos collègues a eu l'audace de mettre l'oreille du Premier ministre. Dire qu'il faut absolument que vous approuvez ce programme avant que la médaille soit remise. Sinon, on aurait l'air un peu idiot. Et donc, il l'a fait. Donc, il a signé le jour où je prends mon avion en Inde. Donc, le programme a été approuvé peut-être un jour. Approuvé. C'était le programme de 2010 et 2020, en particulier la fondation d'un nouvel institut. Donc, je suis encore le directeur scientifique. J'espère fortement que je ne suis pas un directeur perpétuité, mais et depuis, avec le programme, on a pu faire beaucoup de choses. Notre institut accueille une centaine de visiteurs, autant du Vietnam que de France, pas encore d'Algériens, à moins que je sache. J'aurais bien aimé d'avoir des visiteurs de collègues d'Algérie et organiser des cinquantaines de conférences. On s'occupe des entraînements des Olympiades, des remises à niveau des enseignants. Donc, en fait, j'étais vraiment nouveau à ces activités administratives et politiques en quelque sorte, mais je me suis rendu compte en fait qu'avec finalement assez peu de choses, une petite équipe, une bonne organisation, on arrive vraiment à faire des choses. Donc voilà, merci beaucoup.